J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon dimanche, que vous êtes prêts à attaquer la semaine prochaine qui s'annonce dans quelques heures. Alors, prenez place, un peu d'eau et on va commencer. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Donc, sans perdre plus de temps, on va y aller. Donc, on va continuer en fait cette formation sur l'identité de marque. On avait déjà vu une première phase introductive. Donc là, on va aborder la deuxième partie. On va faire un rappel rapide. Alors, l'identité de marque, voilà la deuxième partie. C'est quoi une marque? On a vu en fait qu'une marque, c'est pas ce que la marque elle-même dit d'elle, mais voilà, c'est ce que vont penser réellement nos clients, vos clients de votre marque en fait. C'est réellement ça la marque. C'est pas ce que vous dites, c'est ce que les gens perçoivent, c'est ce que par leur expérience, c'est ce qu'ils pensent de vous. Donc c'est ça réellement la marque en fait. Donc c'est une somme de témoignages en fait de votre auditoire, de votre audience, de votre marché. Alors, pourquoi l'identité de marque est importante? L'identité de marque va nous apporter beaucoup de choses, en fait, beaucoup de flexibilité, et l'identité, la valeur d'une marque peut peser lourd, en fait, dans la capitalisation. Je vous ai donné l'exemple de Coca-Cola. La valeur de la marque fait presque 25% de la, en plus de la capitalisation de la marque. Donc, 25% en plus d'une valeur de marque, c'est réellement pas mal, en fait. Les composants d'une marque, donc l'aspect différenciant, la pertinence, la considération et le désir que vont manifester les clients en réponse d'une bonne satisfaction, d'une bonne expérience, et le fait qu'ils savent pourquoi vous faites ce que vous faites. Il y a les marques de produits, de services, corporate, les marques personnelles et les lieux comme marque. Et en quoi tout cela est important? Avoir une marque forte. Avoir une marque forte nous permet de fixer les prix, d'avoir des employés fidèles. Les gens pensent très souvent clients en fait, mais aucune marque n'a de clients si vous n'avez réellement pas d'employés en fait. Donc, fidéliser vos employés, c'est vos meilleurs ambassadeurs. Et ça l'est beaucoup plus pour les marques dites de services que de produits ou d'autres en fait. Plus de visibilité, plus de possibilités, des clients plus fidèles. Et une marque forte, si par exemple on a le cas de Télément, quelqu'un peut se projeter en disant que ah tiens, comme cette marque est forte, elle doit être inclusive et sécurisée. Une femme peut dire ah tiens, cette marque valorise le travail des femmes. Un autre peut dire ah tiens, c'est un modèle de réussite pour un entrepreneur. Donc en fait, avoir une marque forte permet aux gens d'avoir différentes perceptions de votre marque. Et la référence que je vous avais partagée la semaine dernière, The Brand Gap, qui est un livre magnifique qui se lit à peu près en 2 heures. Donc n'hésitez pas, allez-y. Ça se décortique rapidement en espérant que vous parlez anglais. C'est pas un livre pour les Français, c'est un livre pour les Anglais, voilà, pour les anglophones, pour ceux qui comprennent, mais c'est pas de l'anglais très très complexe en fait. Juste faites du copier-coller dans Google Translate et je pense que vous vous en sortirez. Une initiation à la stratégie de marque. Bon, là c'est la deuxième partie, la dernière partie, on va commencer à toucher à l'identité graphique. Donc cette deuxième partie, je vais essayer de vous brosser un peu tout ce qui touche à la stratégie de marque. Le maître mot de la stratégie, généralement, c'est être crédible. La crédibilité, bon, c'est un mot qu'on essaie d'adopter dans tous nos actes au quotidien. Et c'est encore plus important dans la vie quotidienne d'une marque, en fait. C'est-à-dire être crédible. Crédible dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Quand on dit quelque chose, on le fait. Quand on promet quelque chose, on tient notre promesse. Donc voilà. Donc ce mot crédibilité est un mot très important. Ok, tout cela est bien beau, voilà, être crédible, c'est bien beau, mais on commence où en fait? Quand on se lance, quand on crée une marque, on commence où? Eh ben, on commence par essayer de comprendre son marché, parce qu'on se lance pas comme ça avec un glaive dans une main et un bouclier dans un autre. Ça peut marcher, ça va très généralement pas marcher en fait. Donc voilà, mieux vaut avoir un plan. Parce que si vous n'avez pas un plan, vous aurez un plan qui n'est pas du tout adapté. Parce que dans tous les cas, vous allez travailler avec un plan. Donc, mieux vaut le faire, comme ça, il est plutôt pertinent que de ne pas en avoir, et là, il sera plutôt imposé. Donc, comprendre son marché va passer par plusieurs étapes. Je vous fais en fait un petit sommaire, un petit récap. Comprendre son marché va passer par la compréhension de la compétition, les envies et les besoins de vos clients, et les différentes dynamiques qui opèrent dans ce marché-là. Donc, on va essayer de passer en revue un peu tout cela. On va prendre l'exemple d'Extra. Extra est une marque, est une boisson qui est faite par la marque, la société malienne de boissons, je crois, SMB.
Donc, au départ, si SM veut se lancer en fait dans le marché de la boisson, SMB a plusieurs possibilités en fait. Donc, bon, ils ont déjà choisi leur nom. Le nom de leur produit, c'est Extra. Ok. Maintenant, SMB peut se lancer dans le marché du soda, donc tout ce qui est boisson gazeuse et ainsi de suite. SMB aussi pouvait se lancer dans le marché du jus de fruits, parce qu'il y a pas mal de marques en fait qui sont dans le jus de fruits. Il y a Presea, Tropicana, il y en a énormément en fait. SMB pouvait aussi se lancer dans le marché des boissons non alcoolisées ou des boissons alcoolisées. Donc SMB avait beaucoup de choix en fait. La façon dont SMV va répondre à cette question-là de savoir quel marché choisir va affecter leur regard sur leur marque et leurs concurrents. C'est pas parce que SMB fait uniquement de la boisson que les concurrents directs d'SMB ne feront que de la boisson. On le verra plus tard. Et généralement, c'est le besoin qui va diriger en fait cet aspect concurrence-là. Donc, le choix du marché est très très important en fait. Alors, une fois qu'on choisit son marché, généralement, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont essayer de segmenter le marché pour avoir une approche par le besoin, une approche optimisée. Mais est-ce que cela est nécessaire? En fait, je vais vous donner quelques avantages d'avoir une approche segmentée et après à vous de voir si ces avantages sont significatifs pour vous ou pas. Alors, moi, je suggère toujours d'avoir une approche segmentée. Après, je vous montrerai, en fait, de manière très brève, en fait, comment adopter cette approche-là. Une approche segmentée vous permet de savoir où compétir. Et surtout, où ne pas compétir. Parce que si on sait où on va, on sait aussi où est-ce qu'on ne doit pas aller, en fait. Et généralement, si on emprunte le chemin qu'on ne doit pas emprunter, c'est une perte de temps. Et qui dit perte de temps, généralement, dit perte d'énergie, perte d'argent, perte de beaucoup de choses dans le cadre d'une marque. Savoir où concentrer ses efforts et ses ressources. Voilà. Donc, c'est l'aspect financier, l'aspect financier et l'aspect énergie, là. Donc, on va essayer d'optimiser un peu la dépense d'énergie, la dépense financière pour essayer d'avoir une approche optimisée. Savoir où pêcher les meilleurs poissons. Parce que si on sait où on va, on sait que nos meilleurs clients se trouvent là-bas, donc on va directement emprunter ce chemin-là. Donc c'est ce que va nous apporter, on va dire, ce travail-là de segmentation. Une analyse de marché. Pourquoi une analyse de marché? Après, je vais vous expliquer comment avoir une approche segmentée. En fait, son marché sur plusieurs ensembles. Là, je vous donne l'exemple d'une marque Royal Swan qui a été lancée peu sur le marché malien. Il est important de comprendre le contexte de sa marque, c'est-à-dire où est-ce qu'on opère, quels sont les défis, les enjeux et ainsi de suite. Comprendre les besoins et les envies des clients. Explorer sa concurrence et leur stratégie. Qu'est-ce que nos concurrents font, quelles sont leurs stratégies, leurs méthodes de communication, le ton qu'ils adoptent et bon, on verra l'analyse concurrentielle d'un peu. Et avoir un plan est toujours mieux que de ne pas avoir, parce que quand on n'a pas de plan, on a un plan, sauf qu'il nous est imposé et qui n'est pas du tout adapté. Donc, mieux vaut préparer en bonne et due forme son plan. Et le plan n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement complexe, en fait. Ça peut être un papier, un stylo, et voilà. Avec un peu de créativité, on s'en sortira d'une façon ou d'une autre. La segmentation, alors, il y a plusieurs façons de segmenter son marché, en fait. Je vous propose une méthode simple et dans la formation qui va venir bientôt, que je vais bientôt donner une formation payante, on va passer beaucoup de temps en fait sur l'aspect segmentation. Il y a l'aspect persona, il y a pas mal de choses en fait à voir dans la segmentation. Donc là, je vous fais un petit résumé de tout cela qui vous permettra vous-même de vous en sortir ou qui vous montrera le chemin à creuser un peu, à enrichir si vous voulez réellement adopter cette segmentation-là. Et je pense qu'il faut segmenter son marché. Parce qu'on ne s'adresse pas, le mass market n'est jamais très efficient en fait en tant que tel. Donc définir son marché. Et pour définir, dans la définition du marché, mieux vaut avoir une approche très large en fait. C'est-à-dire dans le cadre d'Extra et de la Société malienne de la boisson, l'approche large peut être les boissons non alcoolisées par exemple. Bon, la définition du marché peut être aussi géographique, c'est-à-dire on va définir son marché par rapport à une certaine géographie, donc des clients d'une certaine région, d'un certain pays, donc ça aussi ça peut nous permettre de définir le marché. Ou l'emballage, tiens. On peut définir par exemple son marché par le type d'emballage qu'on va utiliser pour nous offrir nos services, voilà, ou nos produits par exemple.
si c'est du plastique, si c'est des sachets, si c'est du carton et ainsi de suite, ou même la façon dont on va venir répondre à un besoin spécifique. Donc le sujet est un peu complexe en fait, mais j'essaie de le simplifier, de le dédramatiser en fait, pour avoir une approche simplifiée. L'identification des segments. Une fois qu'on a défini son marché, on va essayer de regrouper en fait les segments par des caractéristiques communes. Les caractéristiques peuvent être le sexe, l'âge, la situation maritale, pas mal d'éléments en fait, hein, mais plus on a de caractéristiques communes en fait, plus on sait à peu près que les segments sont à peu près homogènes en fait, et non forcément hétérogènes. Un segment hétérogène, bon, on va avoir des gens qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies, donc du coup, on aura une approche mini-mass market qui ne sera pas, qui est déjà optimisée en soi, puisqu'on a fait un premier niveau de segmentation, mais qui peut l'être beaucoup plus. Donc voilà. Les segments doivent être mesurables, quantifiables en nombre de personnes potentielles. C'est-à-dire que quand on dit par exemple que on va adresser par exemple notre marché, c'est si je vous donne l'exemple de la situation géographique, notre marché c'est les gens qui se trouvent dans la région de Caille par exemple ou Sikasso, il faut qu'on arrive à déterminer le nombre de personnes qui peuvent être intéressées, donc notre potentiel, qui peuvent être intéressés par nos produits et services. Donc les segments doivent être mesurables et quantifiables. Et une fois qu'on va définir en fait cette approche segmentée par des caractéristiques communes, on va effectuer les bons choix. Les bons choix peuvent être des choix par rapport aux produits et services, ou si c'est juste, on va dire, on va venir prioriser, si on n'a qu'une seule offre ou un seul produit ou un service, on va venir prioriser les différents segments qu'on a définis. Dire, ok, bon, ça c'est mon segment prioritaire. Adapté pour adresser les besoins de ces segments-là et ainsi de suite. Donc ça nous permet d'avoir une approche beaucoup plus efficiente côté financière. Et l'identification des segments nous permettra de comprendre un peu la tonalité de notre communication, le ton qu'on va adopter dans la forme de communication qu'on va avoir. Donc voilà, en 3 points très simples en fait, hein, on peut arriver à identifier son marché, à créer des segments et à effectuer les meilleurs choix par rapport à nos offres et services sur les segments identifiés. Ce n'est pas la seule façon de segmenter, mais c'est déjà un début, comme je vous le dis. Toute cette approche stratégique est très très complexe en fait. Dans ma formation, par exemple, on va y passer plus de 4 heures, à peu près 4 heures à 5 heures, ne serait-ce que on va uniquement parler de stratégie en fait. Donc la stratégie, même là, c'est pas forcément suffisant, mais voilà, c'est un bon background. Donc ça, c'est déjà un quick win en fait. Hein. Donc c'est une approche très simple que je vous propose, qui vous permet d'embarquer le maximum d'informations avec vous pour ne pas vous tromper in fine une fois que vous allez définir votre marché et les différents segments qui composent ce dernier. Donc voilà. Donc c'est déjà un bon début. Je pense qu'il est pas mal et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Il y a une autre façon d'analyser son marché, c'est par rapport aux différentes tendances en fait. Et il faut souvent prêter attention à ces tendances-là parce qu'elles peuvent être fatales in fine si on n'y prête pas forcément attention. J'illustre là, je vous donne un exemple de Kodak. Kodak qui s'est lancé en fait dans tout ce qui est imagerie, tout ce qui est photographie, ainsi de suite. C'était le leader mondial à une certaine époque. Et en 2013, flop. La marque, le cours de l'action Kodak, si je ne me trompe pas, est passé de plus de $90 à moins de 50 centimes. C'est-à-dire, ils ont perdu presque 100% de leur valeur boursière, en fait, en 2013. C'est extraordinaire. Et la marque ils ont fait un dépôt de bilan avec une dette de plus de 6 milliards de dollars. C'est extraordinaire ce qui s'est passé, en fait, dans le cadre de Kodak. Et ce n'est pas la seule marque, en fait. On a le cas de Nokia. Nokia qui était le leader mondial aussi, avec l'introduction des smartphones faits par Apple à l'époque. Bon, ils avaient ce qu'on appelle des... j'ai oublié le terme, mais c'est des téléphones qui se rapprochaient des smartphones. Attendez 5 secondes. C'était des pockets, c'est des genres de pocket smart, des pocket phones en fait. J'ai oublié le terme exact, mais voilà. Donc ils faisaient des pocket phones avec des stylets et ils ont dit non, le smartphone, il n'y a pas de marché pour le smartphone. Bon voilà. Aujourd'hui, Nokia par rapport au dépôt de brevets qu'ils avaient. Principalement. Donc, il est extrêmement important de surveiller les tendances. Les tendances peuvent nous permettre, en fait, de définir d'autres niches, en fait. Je vous donne un autre exemple. SodaStream, par exemple. SodaStream
Il y a pas mal de marques en fait qui opèrent sur le marché de l'eau minérale dans une bouteille, en carton et ainsi de suite. Voilà, SodaStream permet de faire sa propre boisson gazeuse en fait, sa propre eau gazeuse. Donc voilà, ça c'est une tendance qui a plu à certains nombre de parts de marché. Donc in fine, cette tendance-là peut nous permettre de savoir s'il est pertinent d'aller là-dessus ou pas. L'analyse concurrentielle, c'est une étape extrêmement importante à ne pas négliger du tout. Généralement, quand on parle analyse, généralement les gens ont cette approche-là. Oui, on va voir beaucoup de choses en fait. Bon, une analyse se fait de manière très simple, une analyse de la concurrence. Bon, par concurrent, vous pouvez y passer un quart d'heure à 30 minutes. C'est pas forcément une analyse structurée, méticuleuse de tout ce que le concurrent va faire au jour le jour. Ça se fera peut-être en implémentant des méthodes de veille dans votre entreprise une fois que vous allez démarrer. Mais au départ, pour avoir un état de votre écosystème concurrentiel, il n'y a pas besoin d'avoir une approche très structurante en fait. Quels produits ils vendent ou services ou voilà, qu'est-ce que le produit contient ou les services en matière de fonctionnalité, bénéfices et ainsi de suite, la gamme de prix pour savoir à peu près votre fourchette de prix sur votre segment, sur votre marché, ce qui marche chez les concurrents, ce qui plaît aux clients et ce qui ne marche pas, ce qui manque. Généralement, ce qui manque, ce qui ne marche pas est une mine d'opportunité pour vous. C'est-à-dire que même ne serait-ce que pour accéder à sa communication. Si votre produit ou service, alors il faut pas faire de la communication mensongère. Si votre produit ne permet pas d'adresser les points manquants de vos concurrents, rien ne sert. Enfin, il ne sert à rien de marteler cela dans la communication puisque vous-même vous n'allez pas pouvoir adresser en fait ce manque-là. Par contre, ce manque-là est une opportunité pour vous à saisir pour enrichir votre offre, pour enrichir l'expérience de votre marque. Et ainsi créer une certaine différence en fait avec votre concurrence. Et cette analyse-là de la concurrence va se faire simplement avec des recherches Google, des recherches sur leur site internet pour balayer les différentes offres et les différents services qu'ils proposent, que les concurrents proposent. Les groupes Facebook, généralement les marques ont des groupes Facebook, donc vous verrez en fait là les différentes critiques que leurs bases d'abonnés feront sur leur page vous permettront en fait de saisir ce qui manque et enrichir en termes d'opportunités votre propre panel de produits et de services. Bon, Amazon aussi en fonction de quel type de concurrents vous avez et s'ils sont présents sur Amazon ou pas. Donc avec un petit tableau, voilà, donc vous pouvez répertorier en fait tout ce que j'ai décrit là. Donc cette analyse-là ne va pas prendre forcément énormément de temps. Un exemple concret, parce que là je vous parle de beaucoup de choses, mais peut-être que vous avez du mal à vous projeter. Allez, on va prendre l'exemple de mon académie digitale, Eric Academy, apprendre autrement. Le choix de marché, donc j'ai essayé d'adopter comme je vous le dis, une approche très large en fait dans le choix du marché, donc l'enseignement et la formation. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire dans l'enseignement et dans la formation. Donc l'identification des segments possibles, l'enseignement classique, voilà, une salle, des bancs et voilà, et ainsi de suite. La formation professionnelle, donc à destination du monde uniquement professionnel, donc des salariés. La formation scolaire, donc là c'est uniquement à destination des étudiants et voilà, des gens qui suivent un parcours un peu académique. La formation spécialisée. Moi mon domaine de spécialisation c'est le marketing, le digital, le design, la programmation et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est à peu près ça mon domaine de prédilection. La formation low cost. Bon, il y en a certains qui se lancent dedans. Les formations marketing, j'en fais, il y a beaucoup qui en font et les prix sont pas du tout pareils. Vous verrez des formations de 5 000 jusqu'à 75 000 est mon dernier prix et la formation qui s'annonce en fait, vous découvrez le prix. Maintenant, la formation est beaucoup plus enrichie que tout ce que j'ai eu à faire en fait jusqu'à présent. Les fournitures scolaires, tiens, on peut être dans l'enseignement, dans la formation et donner des fournitures, donc tout ce qui est produit pour venir accompagner les gens qui sont dans ce marché-là. Coach personnel, tiens, souvent je coach aussi certaines personnes, voilà. Maintenant, les bons choix me concernant moi, c'est-à-dire concernant Eric Academy. J'ai choisi trois segments principaux: la formation personnelle, la formation professionnelle, la formation spécialisée et le coach personnel. Donc, dans ces choix de segments, mon choix primaire, si je dois prioriser dans ces choix-là, mon choix primaire se porte sur la formation spécialisée. Demain, cela va évoluer, je sais déjà, mais je ne vais pas vous vendre cette mèche-là puisque voilà, on n'est pas à ce niveau-là d'intimité encore, vous et moi, pour que je vous balance
tout mon plan. Non, en fait, voilà. Donc cela se fera et vous saurez à peu près sous quel format. Mais aujourd'hui, ma formation, enfin mon segment primaire, c'est la formation spécialisée. Une fois qu'on a défini son marché, il est important de comprendre en fait ce que veulent les clients et ce qui peut être important pour ces derniers-là. Donc il y a les clients et ce qu'on appelle la pyramide de valeur pour sa marque. Évidemment, cette pyramide de valeur est un parallèle de la pyramide de Maslow en fait, c'est-à-dire la pyramide des besoins des gens. Et à la base de cette pyramide-là, il y a tout ce qui est process et attributs de votre marque. Généralement, cela n'est pas très différenciant par rapport aux autres marques. Généralement, les marques qui s'arrêtent uniquement à ce niveau-là de la pyramide de valeur, ils seront faciles à copier par la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste s'arrêter au process et aux attributs de votre marque. Il ne faut pas lancer un produit ou un service, dire voilà, mon produit fait ça, ça et ça et ça et ça, ou bien mon prix est le moins cher sur le marché. La bataille du prix est l'une des batailles les plus idiotes, en fait, en matière de marketing, puisque tout le monde ou presque pourra s'aligner, en fait, sur votre prix. Apporter réellement une expérience, un résultat, répondre aux besoins, apporter des solutions à ce qui manque sur le marché. Voilà, ça c'est une approche, on va dire, pertinente et significative. Des bénéfices, les bénéfices peuvent être fonctionnels, peuvent être émotionnels, donnés aux clients. Donc ça c'est quand on commence déjà à avoir une approche basée sur les bénéfices, donc ça on commence à apporter une certaine couche sur la pyramide de valeur qui peut être difficile à copier. Donc les bénéfices voilà, comme je le dis, peuvent être fonctionnels, voilà. Achetez ça, vous aurez ça en plus, ou émotionnel, voilà. Achetez ça et on va vous faire vivre une autre expérience ou un truc comme ça. Ou des valeurs. Généralement, dans le marketing, la valeur est le nom du game. Ça veut dire, c'est la chose la plus importante à avoir, la valeur. C'est apporter une valeur aux gens. On est là pour apporter de la valeur aux gens, pour apporter de la valeur dans leur vie quotidienne. Donc, les valeurs peuvent être culturelles, émotionnelles et spirituelles. Généralement, les marques qui abordent cette valeur-là, cette communication sur la valeur sont des marques qui existent depuis un certain temps et les gens comprennent pourquoi elles existent en fait. Donc, à travers leur communication et ainsi de suite. Donc, par contre, c'est pas forcément simple à construire cette pyramide de valeur. Par contre, il est important de la construire pour le simple fait de surtout pas se faire copier facilement par la concurrence. Le nom. Votre objectif dans la création de votre naming de marque, c'est être distinctif et significatif. On peut être pertinent et ne pas être significatif. C'est-à-dire, si demain je veux lancer une bouteille d'eau minérale bleue sur le marché, je peux appeler ma marque bouteille d'eau bleue. Voilà. C'est pertinent, puisque je ne fais que décrire. La pertinence décrit ce que je fais. Par contre, ce n'est pas forcément significatif. Bleu. Donc du coup, on a une petite bouteille bleue et une grande bouteille bleue. Bon, généralement, l'inconscient va nous amener vers la grande bouteille bleue. Donc voilà. Donc essayez d'avoir une approche distinctive et une approche significative. Il y a une restitution d'études qui avait été faite par The Naming Group, qui est une sorte de consortium en fait. Donc leur document est disponible en ligne gratuitement. Ils ont fait cela en 2016 et quelque part, bon, c'est en anglais, donc je vous ai traduit un peu le contenu. Il dit ceci: un nom qui nous met pas au défi ne nous excite pas, ou ne nous dit pas quelque chose de nouveau. Donc c'est un nom qui a beaucoup plus de chances de se fondre dans la masse. C'est-à-dire que votre nom doit se distinguer. La distinction est très importante et la signification pour votre audience aussi l'est tout autant. Et le mélange est l'antithèse de l'image de marque. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous dissoudre sur l'aspect identitaire, les gens ne vous retiennent pas forcément, vous ne vous distinguez pas forcément, vous n'êtes pas forcément significatif dans la vie des gens et vous n'allez pas avoir beaucoup de clients. Donc, le nom est important. La décision d'achat. Généralement, le besoin se caractérise sous plusieurs formes. Voilà, je vous donne juste un besoin fonctionnel en exemple, mais on va y arriver tout de suite. Les produits et services transforment une situation d'un état indésirable à un état satisfaisant. Imaginons que j'ai faim, par exemple. Je commande chez Brooklyn. Tiens, un burger chez Brooklyn. Ou voilà, César Pizza. Voilà, il m'apporte ma pizza ou mon burger, je mange là. J'avais faim, donc ça c'est mon état indésirable, et en mangeant quelque chose que j'aime bien, je suis arrivé dans un état satisfaisant. Donc ça c'est votre objectif en fait, c'est-à-dire à travers vos offres et services, amener et à transformer la situation initiale indésirable du client dans une situation favorable, dans un état favorable.
Donc, comme je le disais, le besoin se caractérise sous plusieurs formes, fonctionnelles, émotionnelles, symboliques. Enfin, il y a pas mal de choses, en fait. Donc, bon, je vais faire très simple avec un exemple assez imagé. Les besoins fonctionnels, généralement, c'est qu'on vient donner un produit. Donc, on vient donner une certaine matérialisation, en fait. Hein. Donc, on va adopter une certaine matérialisation. Toute marque de produits ou services, en fait, auront cette manifestation physique, par exemple. Escale Gourmand, on peut acheter des gâteaux, des friandises, des viennoiseries, ainsi de suite. Extra, on peut acheter des boissons. Donc, ça, c'est une matérialisation physique. Ça, c'est un besoin fonctionnel. Les clients utilisent les marques pour répondre à leurs besoins spécifiques à un moment et à une circonstance bien précise. Bon, il y a un E qui manque. Le E est parti, peut-être avec le besoin du client. Bon, anyway. L'essence de la stratégie consiste à choisir ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc ceci va mettre un peu un terme à cette deuxième partie, une petite partie introductive à une approche stratégique de l'identité de marque. J'espère que cette partie-là vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous ai montré un peu un chemin et je vous laisse vous-même paver ce chemin-là et vous lancer dans cette quête de la stratégie de votre marque. J'espère que vous avez aimé cette petite partie introductive à la stratégie de l'identité de marque. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager ce contenu à vos proches auxquels cela peut être bénéfique. Et vous-même, aider aider sous une forme très généralement gratuite. Par contre, c'est pas parce que Eric Academy fait du gratuit que cela n'est pas forcément de qualité. J'essaie d'avoir une approche extrêmement qualitative, en fait. Donc, si cela vous a été bénéfique, n'hésitez pas à adopter, en fait, la même démarche. C'est-à-dire, essayer d'aider. Aujourd'hui, pour faire un parallèle très large, en fait, notre pays a besoin qu'on s'aide les uns les autres. Donc, l'argent est bien, mais cela va venir, ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes expert de votre domaine, ne vous inquiétez surtout pas pour l'argent va venir. Essayez réellement d'être expert de votre domaine et essayez d'avoir le plus grand impact possible dans vos domaines d'expertise. Et cela passe par l'aide. Aider les gens et cela vous sera redevable. On gagne en donnant. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, donc bientôt je vais vous proposer une formation sur le marketing digital. Donc, on va parler d'identité, on va parler stratégie, on va parler communication, on va parler vente, on va parler d'énormément de choses, en fait. Donc, ça ne sera pas sous un format gratuit, ce sera sous un format payant. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas non plus pour cela que je vais arrêter mes formations gratuites. Ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Par contre, les personnes intéressées en sauront beaucoup plus. Là, je pense la semaine prochaine, je vais commencer à expliquer un peu ce qui composera en fait cette formation digitale. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Eric Keta, promoteur d'Eric Academy, une académie digitale qui a pour but de proposer une autre forme d'apprentissage, donc apprendre autrement. Donc je ne vais pas venir forcément vous dire voilà, je sais faire ça et apprenez forcément comme je le veux. Je vous propose des thèmes et c'est vous qui choisissez généralement les thématiques gratuites que j'aborde. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, tout le monde a besoin d'aide, moi y compris. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ericacademy@protonmail.com. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, ce sera avec plaisir. Et ce travail-là a été fait avec amour et passion. Donc, le leitmotiv d'Eric Academy, c'est apprendre autrement et surtout proposer des supports gratuits que vous ne retrouverez même pas payants. Donc, voilà, ceci va mettre un peu fin à cette formation pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, aidez-vous les uns les autres et à dimanche prochain.